Casse-toi. Mon mari a craché ces mots avec une violence sourde. Je venais de le surprendre avec notre voisine. Je n'ai rien dit. Je suis parti en silence. Le lendemain matin, sa mère a débarqué chez lui en hurlant. Mon fils. Tu réalises ce qu'elle nous a fait. Je vais vous raconter comment tout a commencé. Je n'avais pas simplement ouvert la porte de notre appartement. Je l'avais poussé d'un coup sec. J'avais pris Olivier totalement au dépourvu. Notre salon se trouvait à Lyon. La veille, j'avais nettoyé cette pièce avec soin. Maintenant, cet endroit ressemblait à un champ de bataille après une tempête de passion sale. La voisine s'appelait Chloé. C'était cette fille du même palier qui venait toujours mendier du sel ou des allumettes. Elle essayait de remettre sa petite robe en coton. Elle n'y arrivait pas. Le tissu glissait entre ses mains tremblantes comme un chiffon mouillé. Olivier se tenait devant elle. Il était mon mari depuis 5 ans. Son visage était déformé par un mélange de honte et d'irritation. Il essayait de cacher son corps avec un coussin du canapé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cassé d'assiette. Mon visage est resté parfaitement calme. On aurait dit que je les avais surpris en train de boire un simple café. Cette absence totale de réaction a rendu Olivier fou. Mon calme l'a mis en rage bien plus qu'une crise de larmes. Qu'est-ce que tu regardes? Ça ne te plaît pas, casse-toi. Il a jeté ces mots avec mépris. Il était sûr que sa phrase était une condamnation définitive. L'appartement nous servait de domicile. Sa mère nous l'avait offert. Olivier pensait que ces murs étaient son bouclier. Il savait que je n'avais nulle part où aller. La maison de mes parents en Normandie était vendue depuis longtemps. Je n'avais aucun autre parent capable de m'héberger. J'ai hoché la tête. J'ai simplement hoché la tête. Ce geste muet l'a frappé de stupeur. C'était pire que mon arrivée soudaine. Je me suis retourné. J'ai marché vers notre chambre. Olivier a fini par jeter le coussin par terre. Quoi? Tu fais tes valises? Il a posé cette question avec un ton moqueur. Il pensait vraiment que je bluffais. Chloé avait enfin réussi à enfiler sa robe. Elle a replacé ses cheveux teints en blond. Elle regardait la scène avec une incompréhension totale. Elle va vraiment partir. Elle a chuchoté cette question à Olivier. Mon mari a juste fait un signe de la main. Il était persuadé que je faisais du théâtre. Mais je faisais réellement mes valises. Je ne jetais pas mes affaires au hasard. Je n'étais pas dans une crise de rage. J'étais méthodique et tranquille. J'ai sorti ma vieille valise de voyage en cuir. J'y ai rangé seulement le strict nécessaire. Quelques vêtements. Mes papiers d'identité. Mon ordinateur portable. Mon outil de travail. J'étais une femme d'action. Je détestais les paroles en l'air. En 5 ans de mariage, je n'avais jamais fait de scandale. Je n'avais jamais fait de scène. Pourtant, les raisons n'avaient pas manqué avec lui. Je préférais agir plutôt que de réagir avec hystérie. Et ce jour-là, le moment d'agir était venu. Tu plaisantes. La voix d'Olivier n'était plus du tout arrogante. Il m'a vu dans l'entrée avec ma valise. Chloé regardait par-dessus son épaule. Son petit sourire supérieur avait totalement disparu. Je me suis approché du meuble de l'entrée. J'ai sorti une petite boîte en carton. Elle contenait de vieilles photos et quelques cartes postales importantes. C'était tout ce qui me rattachait à ce passé. Un passé qui disparaissait à cet instant précis. Tu es sûr de vouloir tout gâcher. Il a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Il a utilisé son ton supérieur habituel. Il n'arrivait pas à croire que j'étais prête à partir. Je l'ai regardé. Quelque chose dans mes yeux avait changé. D'habitude, mon regard était chaud et aimant. Maintenant, il était froid et distant. Je ressemblais à une étrangère. Je l'ai contourné en silence. Je me suis dirigé vers la porte. La porte s'est refermée doucement. Le bruit a résonné dans l'appartement soudain vide. Il laissait derrière lui un silence lourd et inhabituel. Je suis descendu dans la rue. J'ai arrêté un taxi. J'ai donné l'adresse d'un petit hôtel dans le quartier de la Confluence. La voiture roulait dans les rues de Lyon. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché le numéro de Brigitte. C'était la mère d'Olivier. Mes doigts n'ont pas tremblé. J'ai appuyé sur le bouton d'appel.
Elle a décroché après la deuxième sonnerie. Élise. Que se passe-t-il? Pourquoi tu n'es pas à la maison? La voix de Brigitte semblait inquiète. C'était une femme autoritaire. Mais là, j'entendais une véritable inquiétude dans son ton. Brigitte. Je viens de quitter Olivier. J'ai annoncé cela calmement. Je n'ai mis aucune émotion dans ma voix. Mes mots ont sonné comme un verdict final. Un silence est tombé à l'autre bout de la ligne. Comment as-tu la quitté? Vous vous êtes disputé. Il a fait une bêtise. Ma belle-mère essayait de comprendre la gravité de la situation. Il est avec Chloé. Notre voisine. Je les ai surpris ensemble. Il m'a dit de partir si ça ne me plaisait pas. J'ai répondu avec une voix plate. Comme si je parlais de la pluie et du beau temps. Comment ose-t-il? Je vais l'appeler tout de suite. Je vais lui passer un savon monumental. Il n'a pas le droit de faire ça. Brigitte a commencé à s'énerver dans le téléphone. Elle avait toujours été de mon côté. Elle me considérait comme la belle-fille parfaite. Contrairement à son fils, j'étais sérieuse. J'étais responsable. Je tenais la maison à la perfection. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà parti. Mais Brigitte, il y a autre chose que vous devez savoir. Ma voix est devenue un peu plus basse. Mais elle est restée tout aussi ferme. Je ne paierai plus les mensualités du prêt immobilier. Le silence est revenu. Cette fois, il était assourdissant. J'ai cru que la communication avait été coupée. Quelle mensualité, Élise? De quoi parles-tu? Quel prêt immobilier? L'appartement est un cadeau pour Olivier. Brigitte était dans une confusion totale. L'appartement n'est pas un cadeau, Brigitte. Vous vous êtes portée garante pour le crédit. Votre maison de campagne dans le Beaujolais est en garantie. Et c'est moi qui paie le prêt immobilier tous les mois depuis 5 ans. L'argent vient de mon compte personnel. J'ai expliqué la situation sans lui laisser le temps de respirer. Tu payais. Mais comment? Olivier m'a dit que c'était un cadeau. Il n'a jamais parlé de crédit. La voix de Brigitte se brisait. La panique montait en elle. Olivier ne savait rien. Je gère une petite agence de marketing digital en ligne. Il pensait que j'étais une simple femme au foyer. Je faisais les virements depuis mon compte professionnel. Je voulais que ça reste invisible. J'ai expliqué mon secret avec beaucoup de méthode. Mon secret gardé depuis 5 ans. Et maintenant? Que veux-tu dire par je ne paierai plus? Tu veux que la banque saisisse ma maison de campagne. Mais qu'as-tu fait, Élise? Brigitte est passée de la colère à la panique totale. Sa voix tremblait fort. Son désespoir était évident. Pour elle, cette maison dans le Beaujolais n'était pas qu'un bâtiment. C'était l'endroit où elle passait tous ses étés. C'était là qu'elle avait grandi. C'était le coffre-fort de ses souvenirs. C'est Olivier qui va payer maintenant. Ou vous. Je n'ai plus rien à voir avec cette histoire. Adieu, Brigitte. J'ai raccroché. Je ne lui ai laissé aucune chance de me poser d'autres questions. Je ne voulais pas de ses supplications. J'ai ressenti un soulagement immense. Un poids gigantesque venait de disparaître de mes épaules. Je savais très bien ce qui s'est passé ensuite chez elle. Brigitte était assise dans la cuisine de son appartement bourgeois. Elle tenait son téléphone éteint dans la main. Mes mots résonnaient dans sa tête. Prêt immobilier. Mensualité. Maison de campagne en garantie. Pendant 5 ans, Olivier avait répété une belle histoire. Il disait que sa mère avait acheté l'appartement comptant. Un cadeau pour les jeunes mariés. Il s'en vantait auprès de tous ses amis. Et Brigitte y croyait. Elle croyait son fils. Il était la lumière de sa vie. Même s'il n'était pas très responsable. Mais maintenant, il y avait le problème de la maison de campagne. Sa magnifique maison en pierre. Elle l'avait restaurée avec son mari décédé. Chaque vigne. Chaque rosier. Tout était imprégné de son travail et de son amour. Elle y faisait les vendanges chaque année. Elle y recevait ses invités de marque. Cette maison était la garantie de la banque. La banque pouvait la saisir. Cette pensée a fait tourner la tête de Brigitte. Elle a d'abord voulu appeler Olivier. Mais elle s'est retenue. Elle devait rassembler ses esprits. Elle devait réfléchir.
La panique montait par vagues. Mais Brigitte était une femme de la vieille école. Elle savait qu'il fallait d'abord analyser les preuves avant d'attaquer. Elle a ouvert un vieux tiroir en chêne. Elle y rangeait ses documents importants. Les actes de naissance. Le livret de famille. Et d'autres papiers officiels. Le contrat de l'appartement devait être là. Ce fameux papier qu'Olivier lui avait apporté pour signer le fameux cadeau. Il lui avait dit que c'était une simple formalité. Une ruse légale pour payer moins d'impôts. Elle faisait confiance à son fils. Elle n'avait pas lu les petits caractères. Avec des mains tremblantes, elle a sorti une chemise cartonnée. Le contrat de prêt immobilier était bien là. Le nom d'Olivier. Son propre nom comme garante. La description de la garantie. La maison du Beaujolais. Et le tableau d'amortissement. Les paragraphes écrits en tout petit. Elle ne les avait jamais regardés. Maintenant, elle les lisait avec avidité. Elle scrutait chaque lettre. Le prêt était sur 20 ans. 5 ans étaient déjà passés. 5 années entières. J'avais payé pendant 5 ans. Et maintenant, tout s'arrêtait. Elle a attrapé son téléphone. Elle a composé le numéro de son fils. Cette fois, elle n'a pas hésité une seule seconde. Les sonneries semblaient interminables. Olivier a fini par répondre. Sa voix était endormie et agacée. « Maman. Que se passe-t-il? Tu ne pouvais pas attendre demain matin. » Il a grogné avec irritation. « Que se passe-t-il, Olivier? Tu es complètement fou ou quoi? » Brigitte n'a pas pu s'empêcher de hurler. Elle sentait la rage bouillonner dans ses veines. Une rage mélangée à de la peur et de la tristesse. « Maman. Calme-toi. Pourquoi tu cries? » Élise est venue se plaindre. Olivier pensait que j'avais pleuré dans les jupes de sa mère. Il s'attendait à une simple leçon de morale. Élise est partie. Et elle a dit qu'elle ne paierait plus le prêt immobilier. Le prêt que tu as contracté. Le prêt où ma maison de campagne est en garantie. Brigitte hurlait sans se soucier de ses voisins. Les murs tremblaient. Un long silence a suivi du côté d'Olivier. Un silence lourd et terrifiant. Quel prêt, maman? De quoi tu parles? L'appartement est ton cadeau. La voix d'Olivier était étouffée. Il semblait soudain terrorisé. Mon cadeau. Tu réalises ce qu'elle nous a fait. Tu réalises ce que tu as fait, espèce de petit crétin. Ma maison. La banque va prendre ma maison si nous ne payons pas. Brigitte pleurait de rage. Ses larmes coulaient sur ses joues ridées. C'étaient des larmes de peur. Mais surtout des larmes de déception profonde envers son fils unique. Maman. J'arrive tout de suite. Calme-toi, je t'en supplie. On va tout arranger. La panique transperçait la voix d'Olivier. Il commençait à comprendre. La situation était infiniment plus grave qu'une simple dispute conjugale pour une histoire de tromperie. Viens. Viens immédiatement. Sinon c'est moi qui viens chez toi. Et tu vas le regretter amèrement. Brigitte a raccroché violemment. Elle se sentait trahie. Trahie par son propre sang. Pendant des années, elle pensait l'avoir aidé à devenir un homme. Elle pensait lui avoir offert une vie de roi. Mais elle n'avait été qu'un pion dans son mensonge ridicule. Olivier est arrivé chez sa mère. Il était pâle comme un cadavre. Il était totalement perdu. Un peu plus tôt, Chloé l'avait vu s'agiter. Elle avait entendu des morceaux de la conversation. Elle remettait ses cheveux en place avec nervosité. Elle ne comprenait rien au drame qui se jouait. Olivier ne lui avait même pas dit au revoir. Il avait couru hors de l'appartement. Il l'avait laissé seul au milieu du désordre. Maman. Calme-toi. Explique-moi calmement. Il a essayé de prendre une voix d'homme rassurant. Mais sa voix tremblait comme une feuille. Calmement. Tu veux que je sois calme, Olivier? Tu m'as menti. Tu as menti à Élise. Tu as mis ma maison en danger de mort. Et tu veux que je reste calme. Brigitte se tenait debout devant lui. Elle avait croisé les bras sur sa poitrine. Son regard crachait du feu. Olivier ne l'avait jamais vue dans un tel état. Elle était stricte en temps normal. Mais toujours juste. Aujourd'hui, elle voulait le détruire. Elle lui a jeté le contrat de prêt au visage. Tiens.
Voilà ton merveilleux cadeau. Regarde bien les détails. Lis ça. Elle a pointé son doigt sur la ligne de la garantie. Olivier a lu le document. Son visage s'est allongé. Ses yeux se sont écarquillés. La maison du Beaujolais. La maison de sa mère était la garantie. Il y avait un prêt. Pendant 5 ans, il avait cru à son propre mensonge. Il pensait vraiment vivre dans un appartement offert par la magie maternelle. Il n'avait pas la moindre idée de mon activité professionnelle. Il ignorait que je gagnais très bien ma vie sur Internet. Je payais des mensualités gigantesques. Il me prenait pour une petite épouse docile. Une femme qui vivait avec son petit salaire de cadre moyen. Cette idée lui paraissait maintenant absurde. C'était une humiliation monumentale. Mais comment? Pourquoi elle n'a jamais rien dit? Il a murmuré ces mots. Le sol se dérobait sous ses pieds. Bien sûr qu'elle n'a rien dit. Tu ne l'aurais pas cru. Tu es trop bête pour la comprendre. Elle a fait ça pour que vous ayez un toit. Pour que toi, espèce de fainéant, tu n'aies à t'inquiéter de rien. Brigitte ne mesurait plus ses mots. Et toi? Que as-tu fait? Tu l'as remerciée en la trompant. Tu l'as mise à la porte. Tu as chassé la femme qui portait cette maison sur ses épaules pendant que tu t'amusais avec ta petite traînée de voisine. Maman. Je ne savais pas. Olivier avait l'air d'un petit garçon puni. Tu ne savais pas. Tu aurais dû le savoir. Tu aurais dû être un homme. Tu devais protéger ta famille. Mais tu as préféré vivre dans tes illusions pathétiques. Et maintenant, monsieur le génie. La prochaine mensualité tombe dans une semaine. C'est toi qui paies ou la banque prend ma maison. Tu comprends ce qu'elle nous a fait. Elle nous laisse sans un sou. Mais avec une dette colossale. Brigitte a montré une pile de factures sur la table. Regarde ces chiffres. Tu as la moindre idée des montants. C'est plus que ton salaire mensuel. Olivier s'est pris la tête entre les mains. Son salaire de manager n'était pas mauvais. Mais il ne pouvait absolument pas couvrir une telle mensualité. Il devait en plus payer ses charges courantes. Sa nourriture. Ses abonnements. Ses sorties. Il vivait comme un prince. Il dépensait tout son argent pour lui. Il venait d'acheter une nouvelle voiture à crédit. Une Audi noire flambant neuve. Il s'achetait des montres. Il dînait dans de grands restaurants. Moi, je ne demandais jamais grand-chose. J'étais économe. J'étais discrète. Maintenant, il comprenait pourquoi. Il me faut de l'argent, Olivier. Tout de suite. Pour le premier versement. Ensuite, tu te débrouilleras tout seul. Le ton de Brigitte est devenu glacial. Tu vas vendre ta voiture immédiatement. Celle que tu viens d'acheter pour frimer devant ta petite Chloé. Elle est neuve. Tu en tireras un bon prix. Cet argent ira directement à la banque. Sinon, je te jure sur la tombe de ton père que je te fais vendre cet appartement. Je récupérerai mon argent pour sauver ma maison. Le souffle d'Olivier s'est coupé. Sa voiture. Sa fierté absolue. Le symbole de sa réussite sociale. Il l'adorait. Il se sentait le maître du monde au volant. Et maintenant, il devait la vendre. Tout ça à cause de sa stupidité. Il a regardé sa mère. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Seulement une détermination d'acier. Il savait qu'elle ne plaisantait pas. Quand Brigitte décidait quelque chose, c'était définitif. Maman. C'est ma voiture. Il a tenté une faible rébellion. Ta voiture. Tu es sûr de posséder quoi que ce soit après ce désastre. Elle a tranché dans le vif. Ne discute pas avec moi. Demain matin, tu passes une annonce. Et tu diras à ta petite Chloé que la vie de château est terminée. Tu vas vivre comme un misérable. Elle va vite s'enfuir quand elle verra que tu n'as plus ni voiture ni argent. Et bientôt plus d'appartement. Olivier a baissé la tête. Les mots de sa mère touchaient une vérité cruelle. Chloé adorait le luxe. Elle aimait le confort de la grosse voiture allemande. Elle aimait son illusion de succès. Il imaginait déjà le rire de Chloé. Son humiliation allait être totale. La perte de son statut social. La perte du respect. Ce fardeau l'écrasait physiquement. Le lendemain matin, le cœur lourd,
Olivier a mis sa voiture en vente. Ce fut un véritable calvaire. Les acheteurs négociaient durement. Ils critiquaient la moindre rayure. Ils proposaient des sommes ridicules. La colère bouillait dans le ventre d'Olivier. Contre moi. Contre sa mère. Contre Chloé. Contre lui-même. Le soir même, Chloé a frappé à sa porte. Elle voulait savoir pourquoi il faisait une tête d'enterrement. Olivier n'a rien caché. Il devait vider son sac. Dans un grand moment de désespoir, il lui a tout raconté. Le prêt immobilier secret. La maison du Beaujolais en garantie. Ma trahison financière. Et l'ordre formel de vendre la voiture. Chloé l'a écouté en silence. Elle n'a pas prononcé un mot. Son visage d'ange idiot s'est transformé. Elle a perdu son expression légère. Le dégoût est apparu dans ses yeux. Puis un mépris profond et glacial. Alors, tu n'es pas le grand patron que tu prétendais être. Sa voix était coupante. Elle n'avait plus aucune douceur. Ta femme était simplement plus intelligente que toi. Tu vivais au crochet de ton épouse. Olivier a cherché des excuses. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Mais ce n'est pas juste. Elle me l'a caché exprès. C'est déloyal. Chloé a eu un rire cynique. Déloyal. Ce qui est déloyal, c'est de tromper la femme qui te nourrit. Et de la jeter hors de l'appartement qu'elle paie avec son propre argent. Tu es pathétique, Olivier. Tu fais pitié. Ses paroles étaient comme des coups de poignard. Des lames froides dans son égo. Elle a tourné les talons. Elle s'est dirigée vers le couloir. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Elle a lâché ses mots sans se retourner. Au fait. Je ne perds pas mon temps avec les hommes fauchés. Sans voiture et sans cerveau. Adieu. La porte a claqué violemment. Le bruit a résonné longuement. C'était la fin. Olivier est resté seul. L'appartement lui semblait immense et froid. Il devenait une prison. Il avait perdu sa femme. La femme qui était le véritable pilier de sa vie. Il avait perdu l'admiration de sa mère. Elle le regardait maintenant comme un déchet. Il avait perdu sa belle voiture. Et maintenant, l'appartement lui-même était en danger. Il avait une dette colossale envers sa propre mère. Elle ne lui pardonnerait jamais cette humiliation. Il s'est effondré sur le canapé. La solitude lui a glacé le sang. Pendant 5 ans, il avait flotté sur un nuage de confort. Il croyait être touché par la grâce divine. Mais ce n'était que le résultat de mon travail invisible. Maintenant, il n'avait plus rien. Cette vérité avait un goût de cendre. Il pensait avoir gagné la guerre en me disant de partir. En réalité, il avait provoqué sa propre ruine. Le temps a passé. La vie a repris ses droits. Olivier a vendu l'Audi. L'argent a tout juste suffi pour payer 2 mensualités du prêt. Il a remboursé une petite partie de sa dette à sa mère. Brigitte n'a pris aucun risque. Dès qu'elle a reçu une partie de l'argent, elle a fait une donation de sa maison du Beaujolais. Elle l'a donnée à sa nièce. Elle avait trop peur des futures bêtises de son fils. L'appartement lyonnais restait en copropriété. Mais Brigitte téléphonait chaque semaine. Elle lui rappelait que s'il ratait un seul paiement, elle forcerait la vente. C'était une épée de Damoclès permanente au-dessus de sa tête. Son travail est devenu un enfer. Il a été rétrogradé. Ses chefs n'aimaient pas son manque de motivation. Il était toujours en retard. Son nouveau salaire couvrait tout juste ses factures. Il payait le prêt immobilier à la date exacte. Il était terrorisé par les appels de sa mère. Il a oublié le mot vacances. Il a annulé ses abonnements. Fini les restaurants. Fini les sorties. Sa vie est devenue grise. Chaque jour était une copie du précédent. Il a pris du poids. Ses épaules se sont voûtées. La lumière arrogante dans ses yeux s'est éteinte. La solitude l'étouffait un peu plus chaque soir. Il a essayé de rencontrer d'autres femmes. C'était un désastre. Les femmes comprenaient très vite la vérité. Il n'était pas le cadre dynamique et protecteur qu'il essayait de jouer. Son amertume repoussait tout le monde. Sa rancune contre la terre entière était visible. Sa vie ennuyeuse faisait fuir les candidates. Dans le silence de ses soirées, il pensait souvent à moi.
Il se rappelait mon calme absolu. Ma capacité à résoudre tous les problèmes sans faire de bruit. L'odeur de mes plats dans la cuisine. L'ordre parfait de la maison. Les chemises repassées. Il prenait tout cela pour un dû. Il avait enfin compris une chose importante. Derrière mon apparence de petite femme tranquille, il y avait une force de la nature. J'étais le véritable moteur de la famille. Le pilier financier invisible. Et lui, comme un idiot majestueux, avait piétiné cette chance inouïe. Un soir sombre d'hiver, il a fouillé dans son téléphone. Il a regardé nos photos de mariage. J'étais radieuse dans ma robe blanche. Il souriait avec fierté. L'avenir semblait radieux. La chute était vertigineuse. Le regret l'a frappé de plein fouet. Il a essayé de me chercher sur les réseaux sociaux. J'avais complètement disparu. Mon profil personnel était supprimé. Mon agence n'était plus sous le même nom. J'avais effacé notre histoire d'un coup de chiffon numérique. Je l'avais banni de mon univers. Tous les matins, Olivier se levait avec une boule au ventre. L'appartement était devenu son tombeau. Les murs froids lui rappelaient son échec matrimonial. Ses dettes étouffantes. Sa bêtise monumentale. Le virement bancaire mensuel était une torture psychologique. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était le prix de sa trahison. Le prix de son arrogance. Il ne possédait plus que des murs vides. Sa grande victoire s'était transformée en naufrage absolu. Pendant ce temps, je construisais mon empire. Les premiers jours à l'hôtel de la Confluence ont été étranges. Le silence. Le décor inconnu. La certitude que mon ancienne vie était morte. Tout cela pesait lourd. Mais j'étais faite d'un métal solide. J'ai très vite repris le contrôle. J'avais emporté mon ordinateur. Mon outil magique. C'était ma fenêtre sur le monde. J'ai contacté mes clients de l'agence. Je leur ai annoncé un léger changement d'organisation. J'ai garanti que les délais seraient respectés. Mon entreprise de marketing fonctionnait parfaitement à distance. J'avais beaucoup d'économies cachées. Cet argent secret me donnait une force incroyable. Mon instinct de survie avait fonctionné. Une semaine plus tard, j'ai trouvé un superbe appartement à louer. C'était dans le quartier animé de la Croix-Rousse. Un endroit de transition, mais chaleureux. Je m'y sentais revivre. J'ai acheté des meubles simples et beaux. J'ai installé un vrai bureau de direction face à la fenêtre. L'air pur de la liberté remplissait mes poumons. Fini les compromis absurdes. Fini les mensonges obligatoires. Fini le rôle de la gentille épouse effacée. La discussion téléphonique avec ma belle-mère m'avait fait un bien fou. J'avais jeté la bombe et je m'étais éloigné en souriant. J'avais rendu les responsabilités à leur véritable propriétaire. Je savais que mon silence lors de mon départ était la meilleure des vengeances. Une dispute bruyante m'aurait épuisé. Ma sortie glaciale les avait détruits. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure dans mon travail. J'avais toujours voulu engager des collaborateurs. Créer une vraie structure. Mais la nécessité de cacher mon argent à Olivier bloquait mes ambitions. Ce frein n'existait plus. J'ai foncé tête baissée. J'ai validé des certifications en stratégie digitale. J'ai prospecté de gros clients parisiens et suisses. Mon réseau a explosé. Mon agence est devenue très rentable. En 4 mois, mes revenus ont triplé. Mon esprit foisonnait d'idées neuves. L'énergie circulait dans mes veines. Je me suis inscrite dans une salle de sport chic. J'ai dévoré des livres de management. J'ai renoué avec mes vieilles amies de l'université. Celles qu'Olivier détestait. Je ne ressentais aucune joie malsaine en pensant à mon ex-mari. Je ressentais de l'indifférence. Une pitié lointaine. Il avait tracé sa propre route vers l'abîme. Il ramassait les morceaux de sa stupidité. Le choc de la dette immobilière devait être brutal pour lui. Mais c'était la justice. La pure justice mathématique. 6 mois plus tard, le téléphone a sonné. Une prestigieuse agence de communication de la Tour Pardieu me faisait une offre en or. Ils voulaient que je prenne la direction de leur pôle numérique. C'était le rêve de ma vie professionnelle. Un poste de directrice associée. J'ai dit oui. J'ai vendu mon portefeuille de clients à un confrère. J'ai signé un contrat sublime. Mon salaire atteignait des sommets.
Les défis étaient excitants. J'ai quitté la Croix-Rousse. Mon entreprise m'a aidé à louer un immense loft dans le 6e arrondissement. Un quartier luxueux de Lyon. J'ai commandé des meubles de créateurs. J'ai créé un cocon raffiné. Il reflétait mon pouvoir et ma réussite. Je partais en séminaire à Londres, à Berlin, à Milan. Je dînais avec des gens brillants. Je savourais chaque minute de mon existence luxueuse. J'étais devenu une louve élégante. Une femme qui connaissait sa valeur marchande et humaine. La peur de décider avait disparu. J'avais trouvé une indépendance féroce. Une chose impossible à imaginer du temps de mon mariage fantôme. Le plus grand luxe n'était pas l'appartement payé. C'était le droit absolu d'être moi-même. Ce droit, je l'avais gagné avec mes larmes ravalées, mes nuits de travail et ma logique implacable. C'était mon trésor de guerre. 2 années complètes se sont écoulées. Olivier croupissait toujours dans le même décor de malheur. Il n'avait jamais pu acheter la part de sa mère. Brigitte continuait de le harceler. Elle maintenait la pression. L'appartement était un piège en béton armé. Son emploi de bureau le rendait malade. Ses chefs l'avaient complètement mis de côté. Son salaire fondait sous le poids de l'inflation et de la mensualité du crédit. Il payait à leurs prêts. La peur de sa mère le rongeait de l'intérieur. Ses vacances se passaient sur son canapé. Ses soirées se résumaient à la télévision. Il avait beaucoup vieilli. Son visage était bouffi par la mauvaise nourriture et la sédentarité. L'éclat de ses yeux était mort. La solitude devenait une maladie physique. Il a fait quelques rencontres via des applications. C'étaient des fiascos retentissants. Les femmes fuyaient son aura de victime perpétuelle. Ses plaintes continuelles. Son appartement triste. Son passé lourd. Personne ne voulait de cet homme brisé par ses propres erreurs. Un mardi midi, le destin a frappé un dernier coup. Olivier marchait dans le quartier des affaires de la Pardieu. Il allait chercher un sandwich bon marché. Une longue voiture noire avec chauffeur s'est garée devant les portes en verre d'une tour majestueuse. Une femme est sortie. C'était moi. J'étais habillé d'un tailleur de marque coupé sur mesure. Un tissu bleu nuit parfait. Mes cheveux bruns tombaient en vagues soignées sur mes épaules. Je tenais un sac en cuir iconique. J'étais l'incarnation du succès parisien en plein cœur de Lyon. Je souriais d'un rire clair et sincère. Un homme grand et élégant, aux tempes grisonnantes, marchait à mes côtés. Il portait un costume sombre coûteux. Il a ouvert la grande porte vitrée du bâtiment. Il a posé une main douce et protectrice dans le creux de mon dos. Il m'a laissé passer en me regardant avec admiration. Olivier s'est figé sur le trottoir. Le sac de la boulangerie a tremblé dans sa main. Il était paralysé. Ses yeux ne voulaient pas croire l'image. C'était bien Élise. Sa petite Élise. La femme qu'il traitait de boulet. La femme qu'il avait chassée pour une bimbo de banlieue. La femme qui devait finir sous les ponts. J'étais transfigurée. J'étais puissante. J'étais lumineuse. J'étais profondément amoureuse de ma vie. Olivier a senti son estomac se contracter violemment. L'air a manqué dans ses poumons. La vérité brutale lui explosait au visage. Son triomphe minable d'il y a 2 ans n'était qu'un mirage. Il avait tout perdu dans les flammes de sa bêtise. J'avais raflé la mise totale. J'avais la carrière. L'argent. L'allure. L'amour. C'était une punition cosmique d'une cruauté parfaite. Il ne pouvait accuser personne. C'était le jugement final. Une sentence sans appel possible. Il est resté immobile. Il a fixé les portes vitrées longtemps après ma disparition dans le grand hall de marbre. Quelque chose s'est définitivement brisé dans son crâne à cet instant précis. Après cette rencontre fortuite à la Pardieu, le petit univers d'Olivier a explosé en poussière. L'image de ma silhouette victorieuse le hantait jour et nuit. Il voyait mon visage dans la foule du métro. Il voyait mon tailleur bleu nuit dans les reflets des vitrines mouillées. La douleur de la comparaison était insupportable. Il se noyait dans une mare de médiocrité pendant que je touchais les étoiles. Comment avait-elle pu grimper si aussi vite? Il se posait cette question en boucle. Dans son esprit tordu, je n'avais aucune compétence. Il comprenait enfin l'ampleur de son aveuglement. Il était le seul responsable de cette tragédie. Ce moment devant la tour de verre l'avait purgé de ses dernières illusions de grandeur.
Il ne pouvait plus se raconter d'histoire. Il ne pouvait plus s'imaginer que je pleurais en secret en serrant sa photo contre moi. C'était lui qui souffrait atrocement. Moi, j'étais le soleil. Lui, il était la terre aride. Le matin, son réveil était un supplice. Il prenait le bus pour rejoindre son travail absurde. Il tapait sur un clavier sans réfléchir. À midi, il mangeait seul. Le soir, il rentrait dans son appartement sombre. Il l'appelait sa cellule de détention. Les jeux vidéo n'avaient plus de goût. Il allumait la télévision pour casser le silence. Il désirait ardemment mes conseils discrets. Il pleurait intérieurement la douceur de mon foyer. Il réalisait que l'amour ne se trouve pas dans les robes courtes des voisines. Il se trouve dans le soutien indéfectible d'une compagne de route. Il avait craché sur le trésor le plus pur. Brigitte ne relâchait pas la bride financière. Il devait justifier l'achat d'une paire de chaussures. Elle épluchait ses relevés bancaires avec la sévérité d'un juge d'instruction. Le cordon ombilical était fait de fils barbelés. Le dégoût de sa mère était définitif. Elle ne voyait plus un fils, mais un fardeau dangereux. Les amis d'Olivier s'étaient évaporés. Les vrais amis fuient les naufrages chroniques. Ces jérémiades les épuisaient. Il était devenu le symbole de l'échec personnel. Il a effacé tous les numéros de son répertoire. Parfois, vers 2 heures du matin, sous l'effet de l'insomnie, il tapait de longs messages sur son téléphone. Il me demandait pardon. Il implorait une seconde chance. Il écrivait qu'il était prêt à tout. Mais il finissait toujours par effacer le texte. Son cerveau fonctionnait encore assez pour comprendre que j'appartenais à une autre galaxie. Une galaxie inaccessible pour les hommes de son espèce. Sa culpabilité le dévorait comme un acide. Le mystère de ma réussite financière d'il y a 5 ans le fascinait. Comment avais-je gagné autant d'argent en pyjama sur mon canapé? Comment avais-je caché cette fortune? Pourquoi j'étais resté avec lui si je gagnais le triple de son salaire? J'étais une stratège redoutable sous mes airs dociles. Il se sentait infiniment petit face à mon intelligence. La cuisine où il mangeait ses plats préparés était remplie de mes fantômes. L'appartement était empoisonné par ses propres souvenirs. Vendre sa part était devenu son obsession. Mais Brigitte bloquait tout processus légal. Le montage financier était trop complexe. Il était muré vivant dans ce 3 pièces bourgeois de Lyon. La vie était un combat de rue permanent. Un combat perdu d'avance. Il affrontait sa conscience. Il perdait face à la rancœur. Ce n'était plus le manager confiant qui draguait les filles du quartier. C'était juste un type fatigué. Un type nommé Olivier. L'artisan exclusif de sa propre mort sociale. Et la pensée la plus terrifiante, celle qui le réveillait en sueur à l'aube, c'était l'idée de la justice. La justice divine l'avait frappé. Il payait l'addition exacte de sa méchanceté. Je n'ai jamais su qu'il m'avait vu ce jour-là sur le trottoir de la Pardieu. Et pour être honnête, je n'en avais strictement rien à faire. Mon esprit ne regardait plus jamais en arrière. Le rétroviseur était cassé. La route s'ouvrait devant moi, large et brillante. J'avais appris la leçon la plus précieuse de l'existence. Il ne faut jamais compter sur le respect d'un homme faible. Il faut forger sa propre armure en or massif. J'avais gagné ma vie. J'avais gagné mon âme. Et cette victoire, personne ne pourra jamais me la reprendre.